Bande de vénards, 2013, à peine commencé, votre vie vient de changer grâce à Michel Boyon, cet anonyme, ce haut fonctionnaire, qui, après avoir porté successivement les sacs à main de François Léotard puis de Jean-Pierre Raffarin, fut récompensé en devenant président du CSA. 250 000 roupies par an tout de même, et je vous fais cadeau de la voiture chauffeur des petits fours et des voyages d'études. 1 million d'euros en 5 ans, sans compter les charges. Depuis le 12 décembre dernier, vous disposez donc de 6 nouvelles chaînes de télé attribuées par ce monsieur Boyon à l'issue d'un appel d'offres franc comme un âne qui recule. Mais nous y reviendrons. Dorénavant, bande d'enfants gâtés, votre zappeur frétille et votre vie a trouvé un sens. En haute définition. Il suffit, diablotin. Ça n'est pas drôle. Je vous trouve un peu agressif de bon matin. Laissez-moi donc vous raconter la merveilleuse histoire du CSA. Diablotin, je vais finir par vous botter le train si vous continuez de m'interrompre. Laissez-moi raconter la merveilleuse histoire du CSA, c'est-à-dire celle de la boîte où tous les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, conservent pieusement notre monopole de diffusion. Mais j'aperçois quelques têtes blondes qui renaudent. Monopole, monopole, il radote le grand-père, c'est un mot soviétique, ça. Mais non, petite tête blonde. Le monopole n'est pas le monopole de la Chine ou de la Russie. Le monopole, c'est aussi la France, où décidément rien n'est impossible. La preuve. Le président Hollande vient de nommer M. Olivier Schrammeck à la tête du CSA à la place de M. Boyon. Quel courage, quelle inventivité! Aucune différence entre Schrammeck et Boyon. Ils sont tous deux hauts fonctionnaires. Ils font partie du club bonnet blanc, blanc bonnet. M. Schrammeck a porté le sac à main de M. Jospin pendant des années, et il vient d'en être récompensé. À lui, les 25 000 euros mensuels, la voiture, le chauffeur, les petits fours et les voyages d'études, un poste pour 6 ans qui sera payé 7 ans. Le président Hollande, jusqu'à cette date funeste, était encore le candidat du « Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. » Nous pensions que le président Hollande nous avait concocté un texte à la hauteur de celui de Martin Luther King. Il nous faut constater qu'il n'en est rien. C'était juste un discours de battleur dans la droite ligne de ceux de son ancêtre François Mitterrand. C'est François Mitterrand et ses instituteurs moustachus qui ont créé l'institution en 1982, 30 ans déjà. À l'époque, Tonton était débordé par l'afflux des radios libres. C'était la chienlit, le chaos, la course à l'armement. Mon antenne est plus grosse que la tienne. Les ondes étaient continuellement brouillées par TDF, le bras armé du pouvoir. Il fallait une autorité pour régir tout cela, d'autant que certains apprentis sorciers commençaient à s'intéresser à la télé libre. Et pour faire encore plus sérieux, Tonton a inventé la haute autorité. L'autorité aurait suffi, mais la haute autorité, ça doit faire plus autoritaire. C'est l'histoire de Coluche, avec sa lessive qui lave plus blanc que blanc. Je rassure les têtes blondes, il n'a fallu qu'une seule année pour faire le deuil des espoirs placés dans le sillage de Tonton, le mâle dominant, l'ancien décoré par Pétain, l'auteur d'un faux attentat contre lui-même, l'ami de Bousquet, de Papon et de plein d'autres. Nos grands-mères nous avaient pourtant prévenus. Bref, la haute autorité devint progressivement le CSA. Mitterrand est le premier à fouler aux pieds les ordonnances de 44 du général de Gaulle. Il laisse des entreprises privées s'emparer de la télévision. À l'époque de Gaulle, il aurait été impossible à des Bolloré, des Bouygues ou des Lagardère de dominer l'audiovisuel, puisqu'ils dépendent tous des commandes de l'État pour faire prospérer leurs entreprises. De Gaulle, par moment, avait du génie. 30 années ont passé et les laquais continuent de prendre leurs ordres au palais. Les majestés se succèdent,
De familles différentes qui bien souvent se haïssent, mais les mauvaises habitudes perdurent. Et c'est bien au château que l'on décide des nominations et des attributions, délicieuse société du spectacle qui fait semblant d'organiser des appels d'offres alors que tout est déjà réglé en amont. Ridicule. Aujourd'hui, la plupart de nos héritiers regardent la télé via Internet, musique, radio, télé, et c'est pour cette raison qu'ils ne savent pas ce qu'est un monopole. Monopole qui apparaît de plus en plus grotesque, puisque tout le monde peut regarder tout le monde sans demander l'imprimatur de l'État. Le monopole est vidé de sa substance, et le CSA n'est qu'un pistolet à bouchon qui nous coûte 40 millions par an. Une paille, comme disait Tonton, mais pour nous, c'est plutôt une poutre. En 2011, le gouvernement de M. Sarkozy a demandé au CSA d'organiser un appel d'offres pour 6 nouvelles fréquences à exploiter sur la TNT. Vachement sympa, le président Sarkozy. Comme vous le savez, un appel d'offres est une procédure républicaine, donc impartiale. L'administration organise un concours et sélectionne les dossiers les plus pertinents, intellectuellement et financièrement. Sauf que dans l'appel d'offres, cornaqué par l'impayable Boyon, les dés sont pipés d'entrée. En effet, en 2005, lors de l'avènement de la TNT, le gouvernement de M. Chirac promettait des chaînes bonus, des cadeaux aux 3 grands groupes privés français, TF1, M6 et Canal+, pour les remercier d'on ne sait trop quoi. Mais le on ne sait trop quoi, ça ne passe pas à Bruxelles, qui refuse ces cadeaux contraires à la législation européenne. Le temps que les huissiers fassent des courriers, et c'est l'arrivée du président Sarkozy au château et de Michel Boyon dans la boîte. Ah, le tandem, imperméable à la honte, obligé à un appel d'offres pour faire démocrate. Mais entre-temps, Sarkozy entre en campagne, une ligne droitière se dessine, inspirée par notre bouche locale, M. Buisson. Et le groupe Canal, craignant de se faire rouler dans la farine, décide de ne pas concourir et préfère acheter direct-8 à M. Bolloré, bien embêté avec son usine à fabriquer des dettes. Bolloré étant le loueur de pédalo de M. Sarkozy quand il part en voyage de noces, il est évident que l'Élysée n'a rien trouvé à redire à cet achat qui arrangeait son ami. Résultat, sur 6 attributions, n'en reste plus que 4, car TF1 et M6 touchent d'entrée leur cadeau. Enfin, pas tout à fait, il leur a fallu imprimer un dossier tout de même. Restent 4 cadeaux à attribuer. Et comme nous sommes en pleine campagne présidentielle, M. Sarkozy décide qu'il faut faire dans l'utile. Il faut se faire de nouveaux amis, de nouveaux obligés. La seule lecture quotidienne du président Sarkozy étant l'Équipe, quand il arrive au bureau, va pour l'Équipe TV, une sorte de Telex AFP du résultat sportif. Reste 3. Le président étant amateur de barbelivien et bigard, il fait partie de la génération énergie, va pour la chaîne de Jean-Paul Baudecroux, l'ami des femmes. Reste 2. Le président, qui n'aime pas la princesse de Clèves et lui préfère Brigitte Lahaie, choisit donc le groupe RMC d'Alain Veil, un désosseur à la mode tapis. Reste 1. Le président étant un ami des différences et des communautarismes, il choisit de promotionner la chaîne de toutes les diversités, ce concept fumeux de M. Ouzelot. Reste 0 pour tous les autres projets, dont quelques-uns avaient pourtant la possibilité d'habiller leurs ambitions avec des moyens. Les 9 conseillers du CSA, en échange d'un salaire exorbitant, acceptent 6 ans durant, payés 7, d'avaler des couleuvres et de faire semblant de jouer à la démocratie. C'est la fameuse société du spectacle. En l'honneur des 9 membres du CSA, histoire de participer à leur biographie personnelle, nous allons vous raconter la main courante de l'un de ces projets qui n'a pas été retenu. Les rendez-vous, les mails, les courriers, les rencontres avec des personnages illustres, les intrigues et les balourdises avec les vrais noms des vrais gens. Une carte du tendre, en quelque sorte. Mais j'entends au fond du bistrot les vieux observateurs de la chose publique se moquer. Pauvre enfant, tout le monde à Paris sait que le CSA, depuis sa création, prend ses ordres au palais. Vous êtes naïf, mon ami. Exact.
Je suis même un vrai crétin, un rêveur pour faire poli, exaspéré par ces compétitions truquées. Ça ressemble au Tour de France, époque Lance Armstrong. Tout le monde est dopé, et dans le cas du CSA, le dopage, ce sont les prébendes, les mensonges, les arrangements entre amis ou entre frères, le pourrissement tranquille de la vie publique, les réflexes pavloviens des énarques et des hauts fonctionnaires, tous ces gars qui se dopent à l'insu de leur plein gré. Ce cancer républicain est responsable des ponts qui tremblent, des barrages qui cèdent, des maisons construites en zone inondable et tous ces ronds-points qui ne mènent nulle part. Le problème, c'est que le haut fonctionnaire Michel Boyon était un tricheur dans l'attente des consignes du vrai président. Il obéit aux ordres, même ceux qui pourraient lui sembler scandaleux et qui ternissent l'institution qu'il préside. Ah, ces hauts fonctionnaires, c'est pas de la graine de résistant. Croyez-vous que Michel Boyon se soit rebellé, que nenni, qu'il ait organisé une conf de presse pour dire tout le mal de cette façon anti-républicaine de procéder? Mais aller renoncer aux 250 000 €, la voiture, le chauffeur, les petits fours et les voyages d'études, sans parler des points de retraite qui vont avec. Non mais vous rêvez. D'ailleurs, j'entends les têtes blondes qui renaudent. Moi j'aurais fait comme lui, j'aurais pris l'oseille et je l'aurais bouclé. Bande de cyniques. Je constate que vous êtes prêts à intégrer la société, voilée comme une roue de bicyclette qu'on vous lègue. Donc en clair, ce haut fonctionnaire avait toutes les raisons de démissionner, faire éclater le scandale et réformer l'institution, mais il ne l'a pas fait. Alors je vais vous donner une seconde raison imparable qui aurait dû le pousser à la démission. Vous savez qu'en France, si l'une ou l'autre des journalistes femmes tombe amoureuse d'un homme politique, sa carrière est terminée. Elle pourrait déraper à l'antenne, forcément, oublier son impartialité. En France, on ne fait pas confiance aux femmes, un peu comme chez les talibans. Par contre, Michel Boyon, il fait entière confiance à la sienne. Paris, un appartement cossu. Le président Boyon retrouve son épouse. « Alors, ma chère, bonne journée ?» « Oh non, mon Michou d'amour, lui répond son épouse. Oh là là, je me fais du souci avec l'un des clients de l'agence. Tu sais bien, je t'en ai déjà parlé, c'est celui qui postule pour l'une des chaînes de la TNT. Et j'ai l'impression que ça patine, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour que tu retrouves ton si joli sourire? Je t'en conjure, fais-moi passer ce dossier. Oh mon Michou, pour te récompenser, je t'emmène en Tunisie. » Comme pourrait le dire Guy Debord et ses diablotins de l'international situationniste, le CSA est l'exemple d'une situation où le réel est nié pour être remplacé par sa représentation spectaculaire. C'est ça le libéralisme, tout y est faux, les appels d'offres comme l'indépendance des tauliers. Bon, j'observe les têtes blondes et je les vois ronchonner, ils nous les brisent, l'ancien il avait parlé de sexe dans son générique et nous on attend du cul, c'est ce que vous voulez, embarquement immédiat. Marilus Skraburski est donc l'épouse de Michel Boyon, le boss de la CIA, du CSA. Marilus travaille dans une agence de relations publiques avec Anne Méot, chevalier de la Légion d'honneur, ancienne d'Assas et du GUD, puis du Parti des Forces Nouvelles, c'est-à-dire l'élite de l'extrême droite française. C'est mieux quand on le dit. Bref, les deux copines ont des dizaines de clients. Goldman Sachs, Jacques Servier, Eric Woerth, Rachida Dati, non, c'est pas moi, ArcelorMittal, on dirait du Prévert. Et en plus, pour 200 kilos par an, elle conseillait l'agence tunisienne de communication pour promouvoir l'image de la Tunisie. Pendant des années, Marilus organisait des voyages tout compris pour la presse française afin de lui faire constater que la dictature de Ben Ali était un exemple pour les droits de l'homme. Corruption de journaliste pendant 15 ans. Vous ne sentez pas comme une odeur de jasmin. Alors, mon cher Étienne, êtes-vous bien installé dans votre riad? Oui, Étienne, et n'oubliez pas que la Fatma est là pour vous servir. Vous verrez, Étienne, comme c'est beau la Tunisie. Oui, un paradis sur terre. Bref, Lannes et Marilus ont conseillé pendant 15 ans l'État tunisien et il n'a fallu que 30 jours au peuple pour renverser un tyran de 30 ans. Les deux femmes n'ont donc rien vu venir. Elles doivent potasser leur dossier sur la plage de Saint-Tropez. Et comme si une telle catastrophe industrielle et humaine ne suffisait pas,
figurait parmi leurs clients notre ministre de la Guerre Michel Alliot-Marie. Mais si, souvenez-vous, à la tribune de l'Assemblée, c'était elle qui voulait envoyer nos gendarmes pour établir l'ordre et protéger les avoirs de sa famille. Disons que sur le dossier Tunisie, on leur colle un 0 avec 3 points. Par contre, Marie-Luce fut parfaite pour défendre les intérêts de Pascal Ouzelot, Monsieur Pink, et son nouveau concept fumeux « Taisez-vous la diversité », devenu numéro 23 dès le fric-frac terminé, dès l'attribution d'une fréquence. Mon cher Pascal, ne vous rongez plus les freins. J'ai une merveilleuse nouvelle. J'ai convaincu mon Michou que votre dossier était une avancée pour la télévision. Oui, le président a adoré vos projets d'émission à destination des unijambistes alsaciens, ou celui sur les filles élevées par un père taliban, et celui sur les présidents de petite taille qui parlent grossièrement. Les Français vont adorer. Continuez, cher Pascal, à vous diversifier pour nous divertir avec les diversités. Michel Boyon avait une multitude de raisons pour démissionner, mais il ne l'a pas fait. Invité par Marie-Luce en Tunisie 6 mois avant la chute de Ben Ali, il déclarait « Je suis impressionné par le remarquable niveau de développement de la Tunisie. Un visionnaire. C'est vraiment dégueulasse. » Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vous êtes dégueulasse. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Pascal Ouzelot, Monsieur Rose, pour ceux qui ne connaissent pas Quentin Tarantino, alias Show Me Pink, pour ceux qui parlent le californien, et là, je m'adresse à mes vieux copains homosexuels, je dis homosexuels pour faire approprié, mais je vais dire zomo pour faire langage courant. Bref, amis homos, ouvrez vos oreilles. Nous allons vous montrer comment vous êtes devenus des sujets marketing en l'espace de 30 ans. Depuis la fin des années 70 et l'arrêt des discriminations qui vous frappaient, vous savez très bien que vous êtes ciblés comme une caste de super consommateurs. Et vous connaissez tous des mecs qui profitent de vous pour monter un bar ou une boîte et même une télé. Par un beau jour de printemps, Paris est si belle au printemps, Ouzelot, cadre chez TF1, réunit autour d'une table la plus belle brochette d'investisseurs que l'on puisse trouver sur Paris Surface. Imaginez la Dream Team, Pinot, Bouygues, Lagardère, Canal+, M6 et pire, Pierre Berger. Moi, je ne vois pas ce qui manque, à part peut-être le Vatican. Tous subjugués par le discours de Butler de Pascal Ouzelot. Messieurs, je vous l'affirme, la France compte 3 millions de zomos et si seulement 5% s'abonnent à Pink TV, c'est-à-dire 150 000 couillons, youpi, on a gagné, la chaîne est non seulement viable, mais profitable. Réponse immédiate des investisseurs, c'est quand qu'on signe. Mais Mr. Pink avait oublié que les homos, ils n'en ont rien à faire du marketing, de la fesse en boîte et en différé, même en couleur et haute définition. Les homos, ils aiment la vie en live, les sensations en vrai, la conserve sur un plateau télé, c'est pas pour eux. Pink TV est un échec cuisant, une catastrophe industrielle qui ne tarde pas à abandonner la ligne éditoriale promise dans le dossier pour ne diffuser que du cul de minuit à 4 heures du matin. Ouzelot n'avait même pas pensé à sécuriser le nom de sa chaîne. Pink étant déposé depuis 5 ans par un concurrent, atteindre le rose lui a coûté cher. Pardonnez mon langage abrupt, mais à ce niveau, le gars est un tocard. Vendre un concept à ce qui se fait de plus people sur la scène parisienne sans être propriétaire d'un nom, c'est époustouflant. Généralement, chez les médecins, les tourneurs-fraiseurs ou les comptables, un tel échec vous exclut durablement du terrain de jeu. Mais pas à Paris, ville lumière peuplée d'ampoules haute consommation. Quelques années plus tard, on retrouve donc Mr. Pink avec un nouveau concept de télévision. Taisez-vous la diversité. Bon sang, c'est fou comme ça nous manquait dans le PAF. Ouzelot se dit qu'il serait préférable d'additionner les minorités pour en faire une majorité. Ouzelot aurait dû faire de la politique. Bon, je garde mes homos et j'y ajoute les unijambistes alsaciens, les jeunes filles qui ont un père taliban et les anciens présidents de la République de petite taille qui parlent grossièrement. Tac-à-tac, business plan, mais on ne sait jamais. Avant de postuler pour sécuriser son affaire, Mr. Pink a pris soin de s'attacher les services de l'agence Tourisque où travaillait comme par hasard notre amie Marie-Luce, épouse de Papa Madi, président de l'appel d'offres.
Le CSA, c'est un peu comme chez le boucher. Oh, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Mais revenons au dossier de Mr. Pink, on n'est pas là pour rigoler. D'abord, dans le cas du CSA, c'est quoi exactement un dossier, puisque nous savons tous que les jeux sont faits. Disons qu'il s'agit d'une formalité, vous pouvez bien promettre, vous ne serez jamais obligé de tenir. Exemple concret avec le dossier de Louzlo, il promet une chaîne thématique culturelle et sociétale axée sur la promotion de la diversité, mais TF1 qui la commercialise parle d'une chaîne mini-généraliste articulée autour de séries américaines. Lors de son audition le 8 mars 2012 au CSA, personne n'était dupe et les conseillers du CSA ont failli péter les boulons devant ce tissu de mensonges. Ne craignez-vous pas que chacune de ces diversités ne s'intéresse au fond qu'à ce qui la concerne et qu'au lieu de fédérer, votre télévision n'entretienne le communautarisme ? La diversité doit être promue sur tous les écrans et pas un seul canal, ce qui serait contre-productif. Notre démarche a été de bien expliquer aux opérateurs que nous ne souhaitons pas une chaîne alibi ou une chaîne prétexte. Est-ce que l'addition des différences fait une cohérence ? Est-ce que vous avez un public intéressé par une différence religieuse, culturelle, géographique, qui peut s'intéresser à la différence de l'autre ? Habillé pour l'hiver, que nenni ! Taisez-vous, la diversité a obtenu sa dérogation. 15 jours après, Mr. Pink la débaptisait et la nommait numéro 23. Ça, c'est de l'appel d'offres fabriqué en France. Ali, allô, l'actualité nous rattrape et d'un coup d'un seul la carrière misérable de Pascal Louzlo et de son marketing primaire nous apparaît dérisoire. En effet, le pape vient de démissionner, c'est un événement suffisamment rare pour que l'on freine un peu. Contrairement aux rumeurs, le pape n'a pas démissionné à cause de l'extrême médiocrité des nouvelles chaînes de la TNT. Grosso modo, il en avait marre d'être entouré d'une bande de réactionnaires qui ne veut rien changer, alors que le pape préconise l'inverse, s'ouvrir, se moderniser, changer de discours et régler les problèmes sexuels de l'Église. Il a commencé sa carrière comme Benoît XIII et la termine comme Benoît XVI sous-pape. Rassurez-vous, Michel Boyon n'a pas suivi son exemple. Après le CSA, il brigue alors qu'il est un nouveau poste avec pantoufle assortie. Mais papa m'a dit, on se le garde pour le dessert. Autre ignominie de l'actualité, l'assassinat en Tunisie ces jours-ci de Chokri Belaïd, un homme de la trempe de Martin Luther King et pas de Jean-Luc Mélenchon, si vous voyez ce que je veux dire. Belaïd voulait éviter que la Tunisie ne passe son temps entre le marteau et l'enclume, entre le tyran et la charia. Écoutez ce qu'il disait sur les diversités à la télé 8 jours avant d'être assassiné par des garçons qui n'aiment ni les femmes ni la liberté. Au fait, le contrat de Lannes et de Marilus a-t-il été renouvelé pour promouvoir l'image du pays ? Un conseil de pro, ne passez jamais à la télé pour y dire des choses sensées. واللي تم في علاقة بالنسمع ما نجموش ثم حرية بدون قيمة مركزية دخلتها. القيمة المركزية اللي داخلها هو تعددنا وتنوعنا على أساس وأنسى نسمع أنت هذا فيلم. الفيلم ما ثم حتى قاضي في وجه الأرض عنده القابلية والأهلية لتقييم قصيدة أو مسرحية أو غناية أو فيلم. Autre catastrophe réactionnaire pour la France, le scandale du CSA en Nouvelle-Calédonie, une affaire qui débute petit mais qui fera des dégâts dès lors qu'un Parisien va s'en emparer. Résumons, la Nouvelle-Calédonie, c'est la patrie de Christian Carambeu, une île qui ressemble à la traînée d'une météorite au milieu du Pacifique. C'est le territoire le plus éloigné de Paris et le plus grand en termes de superficie. Et c'est là que se trouve la plus jolie des îles françaises, l'île aux Pins. Bref, deux provinces, le nord et le sud, le nord indépendantiste et progressiste, et le Sud réactionnaire aux mains de l'UMP et avant du RPR et avant des gaullistes de pacotille. Un exemple de corruption administrative depuis 1945, regardez le film de Kassovitch, tout y est.
Le Nord dépose un dossier auprès du CSA, un dossier parfait avec ligne éditoriale claire et financement assuré. Aussitôt, en réaction, la province Sud fait de même, mais avec un torchon de 3 pages, sans l'ombre d'un financement. Mais à Nouméa, on s'en fout. Après tout, le CSA est dirigé par Boyon, on est entre amis. Résultat, le CSA tergiverse 16 mois et décide d'accorder les 2 licences. Je vous le donne en mille, le 23 janvier 2013, la veille de quitter ses fonctions au CSA, Alain Méhard décidait d'acter cette décision. C'est bien souvent dans leur dernière volonté que les politiques montrent leur grandeur d'âme. Heureusement pour vous, petite tête blonde, une anonymous calédonienne nous a transmis une conversation téléphonique où Madame Cynthia Lijard, présidente du Sud, une vraie bécasse, capable d'affirmer en 2013 que la télévision n'est qu'un outil de propagande au service de ses idées, enfin des idées colonialistes. Alors effectivement, la province Sud, moi j'ai signé un courrier. J'ai signé un courrier d'intention à la fin du mois de décembre, parce que ça devait passer donc devant le CSA, il fallait l'autorisation du CSA pour les télé. J'ai signé un courrier dans lequel je disais que si ce projet était accepté par le CSA, je proposerai aux élus à l'Assemblée de la province Sud d'inscrire 250 millions pour aider à la création de cette télé. Oui, j'ai signé cet engagement de la province et je l'ai signé alors que j'étais bien consciente des difficultés budgétaires. Mais c'est une démarche politique. Et de toute façon, quand on met 10 milliards dans l'action sociale sur le budget de la province Sud, on peut mettre 250 millions pour avoir une télé qui porte notre message politique. Mais j'aperçois une tête blonde qui renaude. Il sait ce qu'il fait, c'est tout de même un haut fonctionnaire, l'élite de la nation. Mais oui, la blonde, on est d'accord, Alain Méhard savait ce qu'il faisait, il prolongeait l'agonie des institutions, on est d'accord. Et encore, je ne vous parle pas de l'aspect franc-maçon du dossier. Et que Rachid Arabe est trempé là-dedans est une déception. Même les gens normaux sont contaminés à l'insu de leur plein gré. Mais revenons à nos chèvres. On n'était pas à Nouméa, mais nous étions du Pince-Fest qui a eu lieu à Paris le lendemain de l'avènement des 6 nouvelles chaînes de la TNT. Dans ce monde-là, on se congratule dès le coup d'envoi. On remonte le temps, histoire de vous bidonner un faux direct, genre PPDA Fidel Castro, et on se retrouve à la questure de l'Assemblée nationale, l'un des endroits chiquissimes de la République, là où vous ne mettrez jamais les pieds, bande de manants. Machinot, frappez les 3 coups, ouvrez le rideau et la boîte à claques. Franck Riester est ce député UMP, Zomo fraîchement outé, qui a fait du mariage pour tous son cheval de bataille. André Malraux pensait que le siècle serait spirituel ou ne serait pas. Pour Francky Riester, l'avenir ce serait plutôt la fusion des braillettes. On a les ambitions que l'on mérite. Bref, à la question de l'Assemblée nationale, Francky Riester tire, entre autres, les ficelles et à ce titre invitait les acteurs consanguins de l'audiovisuel français à fêter l'avènement des 6 nouvelles chaînes, qui n'émettaient que depuis la veille. En France, on se congratule toujours avant la fin des matchs et la noble assemblée de ce 13 décembre 2012 ressemblait à une réunion du syndicat des liftiers, tous unis derrière le renvoi d'ascenseur. Ce Francky, je vous le dis, avec sa niche, il est là pour 30 ans. Puis, Michel Boyon se lance dans un discours tout connecté à sa gloire, dans un style empoulé à la Pierre Berger. Brrr. Oui, j'ai eu raison de croire à la TNT avant et contre tout le monde, et je n'ai pas peur d'affirmer que la crise est derrière nous et que le marché publicitaire va refleurir. Parce que c'est sûr, ça ne peut pas rester comme ça. C'est à ça, justement, que l'on reconnaît les purs politiques. Michel Boyon n'a jamais créé un emploi, géré ou même travaillé dans une vraie entreprise. Il n'a qu'une vague idée de ce que signifie le marché, mais il continue cependant à faire des prévisions. Je suis impressionné par le remarquable niveau de développement de la Tunisie. Et je n'ai pas peur d'affirmer que la crise est derrière nous
Mon cher Michel, je te remercie pour ce brillant exposé et mon cher Pascal, tu as maintenant la parole pour nous présenter numéro 23. C'est qu'au club, on ne privilégie que les intérêts supérieurs. Tout le monde est ami, se tutoie et s'appelle par son petit nom. Certains arrivent dans la même limousine avec chauffeur. Ma question s'adresse au président Boyon, à M. Ouzelot et, ça tombe bien, aux représentants de TF1. Monsieur Boyon, durant votre mandat au CSA, vous avez souhaité faire de la diversité votre cheval de bataille. L'ex-chaîne TV La Diversité, qui est devenue numéro 23, chaîne plutôt neutre dans son titre, est vendue et commercialisée comme une généraliste, comme une mini-généraliste. Alors, est-ce une chaîne culturelle axée sur la diversité ou est-ce une généraliste? Merci. Vous avez regardé, elle a démarré hier soir à 20h30 et il est temps d'en finir avec les procès d'intention. Revoyons-nous dans un mois ou deux et vous pourrez avoir un jugement, disons, fondé. Monsieur, ce n'est pas un jugement, c'est une question. Bien, une autre question? D'accord, c'est donc la réponse. Oui, non, mais c'est important effectivement de regarder à l'issue des quelques premières semaines et plusieurs mois de diffusion ce qu'il en sera entre la réalité de ce qui aura été diffusé, des engagements qui auront été pris au moment de la présentation du dossier. Voilà, c'est la réponse, je pense, qui a été faite, je crois, par Pascal. Donc, TF1 dira à ses clients, on vous vend une généraliste, mais on ne sait pas ce qu'est cette chaîne, en fait. C'est-à-dire que vous vendez un produit et vous ne savez pas ce que c'est. Je crois, monsieur, que vous avez été porteur d'un projet qui a été écarté. Oh, ça c'est petit, monsieur. C'est votre seule réponse. Je crois qu'il vaut mieux attendre, regarder les programmes, juger un dossier dont on fait l'exposition aujourd'hui. C'est votre seule réponse. Je ne suis pas là pour polémiquer. Mais moi non plus, monsieur. Je suis là pour poser une question. J'attends juste votre réponse, si vous en avez une. Je crois que cette chaîne est ce qu'elle est. Merci de votre réponse. Vous êtes très agressif, monsieur, malgré l'heure matinale. Dans cet univers de paillettes et de carton-pâte, où les journalistes filment les jus d'orange et où les intervenants se tressent les uns les autres des couronnes de laurier, poser une question simple relève du crime de lèse-majesté. Plus que jamais, restons unis face aux périls qui nous menacent.